StudyGate Digital Learning Technologies. Confusion mentale. Alors, la confusion, ou en anglais délirium, c'est un syndrome non spécifique, aigu et transitoire qui témoigne d'une souffrance cérébrale aiguë diffuse. Le plus souvent d'origine organique, on va voir les causes, parfois d'origine psychiatrique, plus fréquent chez le sujet âgé, surtout de sexe féminin. Donc on va voir, avec l'âge, le seuil confusiogène, il est abaissé. C'est une urgence médicale car le pronostic vital mis en jeu par la cause sous-jacente et aussi par les conséquences possibles. Alors, le syndrome confusionnel contient 5 éléments. 2 éléments sont constants, l'obnubilation intellectuelle et la désorientation temporo-spatiale. Donc, sont les deux constants. S'y associent des troubles de la mémoire, un onirisme, donc, qui est inconstant, et les signes somatiques généraux aussi qui sont inconstants. Alors, cliniquement, le mode de début, c'est généralement un début qui est aigu, rapidement progressif, parfois sur quelques jours. Ça va se manifester surtout par la modification du comportement du patient, qui est généralement remarqué par son entourage. Donc le patient va se plaindre de céphalées intenses, un état d'insomnie, d'agitation nocturne, voire des cauchemars, une fluctuation de l'humeur, voire une irritabilité et des actes absurdes qui vont susciter l'inquiétude de son entourage. Et à la phase d'état, donc, le syndrome confusionnel est très caractéristique. L'aspect du patient est typique, il a un air égaré, perplexe, un regard flou, parfois une mimique inexpressive, inadaptée, une tenue vestimentaire qui est négligée, une activité motrice qui est désordonnée, maladroite, inadaptée, avec parfois hypo et parfois hyperréactivité, surtout dans les raptus violents. Parfois, on a aussi des stéréotypies gestuelles, surtout les automatismes professionnels. Les troubles intellectuels, alors d'intensité variable et fluctuante, on a surtout l'obnubilation, qui est un élément constant, donc le malade ne saisit pas ou saisit partiellement les questions posées, mais il tente de répondre, c'est l'effort de concentration qui est responsable de cette perplexité anxieuse. Il y a certes une anosognosie, mais il y a une faible conscience de l'état pathologique. En fait, le malade, il lutte pour sortir de cet état, mais il ne peut pas. Avec l'âge, donc, il y a une fatigabilité intellectuelle rapide, donc il essaye de répondre, mais il ne peut pas. L'état de vigilance, c'est variable avec le temps, avec des périodes de lucidité, parfois permettant un contact, comme on l'a dit. La désorientation temporo-spatiale qui est constante, vraiment qui fait le diagnostic, donc le malade ne sait pas où il est. Les troubles de la mémoire aussi sont quasi constants, avec une mémoire de fixation nulle, une amnésie antérograde, parfois une amnésie rétrograde, des fausses reconnaissances et des fabulations. On a ce qu'on appelle aussi les paramnésies, donc qui regroupent les ekmésies, donc le passé il est revécu avec le présent, et la sensation donc de déjà vu et déjà vécu. Les troubles donc de la concentration, la perplexité anxieuse dans les intervalles de lucidité, l'inversion de rythme veille-sommeil qui est un signe précoce. Donc les signes confusionnels sont plus marqués le soir dans l'obscurité, et le délire onirique qui est caractéristique mais qui est inconstant. Généralement, il manque chez le sujet âgé. Alors c'est un délire à début brutal, c'est comme un état de rêve pathologique qui est vécu et agi. Donc le patient il rêve mais il vit son rêve. Les caractéristiques alors de ce délire, il est variable dans ses thèmes et dans son intensité, il est polymorphe, incohérent, mal systématisé. Le mécanisme le plus souvent c'est hallucinatoire, à type d'hallucination visuelle, parfois des illusions, donc il peut percevoir la tubulure de la perfusion comme un serpent,
le claquer d'une porte comme un coup de feu, parfois des interprétations. Le thème le plus fréquent, c'est les thèmes professionnels. Le sujet donc va mimer ces gestes professionnels et la zoopsie, donc le sujet va vivre des scènes d'animaux, parfois épouvantes. L'adhésion au délire, alors, elle est totale, c'est un délire qui est vécu, agi, avec intense réactivité émotionnelle. Et attention, le sujet est très anxieux, peut devenir violent à tout moment. Et c'est un délire qui est à recrudescence nocturne et à recrudescence à l'obscurité et aux pénombres surtout. Donc il faut retenir toutes ces caractéristiques. Il y a des questions que c'est. Donc au total, les caractéristiques de cette confusion, c'est l'évolution fluctuante qui marque à l'aggravation nocturne, à l'obscurité et à l'effort. Parfois, on peut les aggraver à l'examen physique et la perplexité anxieuse. Mais attention, question QCM, le contact, il est toujours possible. Oui, on peut avoir un contact avec le malade. Le dernier élément, c'est le syndrome physique qui va associer donc une altération de l'état général, un état d'agitation, une déshydratation, une fièvre variable selon la cause, parfois des tremblements, des céphalées. Et à la biologie, on va avoir donc des troubles hydroélectrolytiques et les signes de déshydratation. Pour les formes cliniques donc, de la confusion, on a plusieurs formes. On a la confusion dans sa forme maligne et suraiguë, donc qui est profonde. Les signes somatiques donc, qui sont très intenses, inquiétants. Une fièvre très importante. L'évolution souvent mortelle en l'absence de traitement. Dans les encéphalites aiguës et dans les hyperazothémies, donc les insuffisances rénales aiguës. Deuxièmement, on a les formes agitées. Nous forme surtout dans les causes toxiques chez le jeune. Le risque le naissant surtout hétéro-agressif. La confusion stuporeuse qui est une confusion profonde. Donc généralement on a une suspension de l'activité motrice et intellectuelle, donc presque un état de coma. L'onirisme il manque ou il est discret. Généralement la cause c'est certains toxiques et l'hypercalcémie maligne. La forme onirique alors on voit surtout fait le délirium très mince. Et il y a les formes mineures de ralentissement intellectuel. Maintenant, les formes selon l'âge. Chez l'enfant, alors, le syndrome confusionnel il est rare. Par contre, il est plus fréquent chez le vieillard, qui m'appelle par baisse du seuil confusiogène. Et c'est un diagnostic différentiel avec la démence. Et d'ailleurs, le risque en l'absence de traitement, c'est l'évolution vers la démence. Donc, il faut vraiment faire le diagnostic et traiter la cause précocement. Pour le diagnostic positif, alors selon les critères de DSM-5, pour l'entité délirium, donc le premier critère c'est la perturbation de la conscience, c'est-à-dire donc la baisse d'une prise de conscience claire de l'environnement, plus la perturbation de l'attention qui est due à une diminution de la capacité de mobilisation et de focalisation de l'attention. Le deuxième critère, alors, cette perturbation s'installe en un temps court, de quelques heures à quelques jours, et ça constitue un changement par rapport à l'état de base, avec l'évolution fluctuante. Puis, le troisième critère, on a donc une modification du niveau du fonctionnement cognitif avec au moins deux des manifestations suivantes, soit l'obnubilation de la conscience, l'anomalie de la perception, donc le délire, la perturbation de rythme veille-sommeil, augmentation et diminution de l'activité psychomotrice, désorientation temporospatiale et les troubles mnésiques. Quatrième critère, ces perturbations ne sont pas expliquées par un trouble cognitif préexistant ou en évolution. Et le dernier critère, c'est la mise en évidence d'après l'histoire de la maladie, l'interrogatoire de la famille, l'examen physique ou les examens complémentaires que cette perturbation est due aux conséquences directes d'une affection médicale générale, d'une intoxication par une substance ou un état de sévrage, ou exposition à certains toxiques, ou parfois des perturbations multiples.
Donc, les critères de DSM-5, il faut les apprendre car un changement ça avec DSM-4. Maintenant, la conduite à tenir. Alors, l'hospitalisation, elle est toujours indiquée. Généralement, donc, on met le patient dans une chambre seule, calme, mais pas d'obscurité. Donc, il faut suffisamment d'éclairage. Bien sûr, il faut surveiller le patient, surtout les constantes, le pouls, la tension artérielle, la température, la durée de la conscience, l'état d'hydratation. Il faut recourir à l'interrogatoire des proches. L'examen physique, il est possible aussi, et les examens complémentaires pour déceler la cause et le retentissement. Comme bilan de première intention, alors, il faut faire la glycémie, la calcémie, l'ionogramme sanguin, l'urée et la créatinine. Et dans un deuxième temps, on peut, selon l'orientation, faire un scanner cérébral, voir la ponction lombaire en cas de confusion fébrile. Et bien sûr, le traitement symptomatique, il est très important, notamment l'hydratation convenable. Diagnostic différentiel, alors, s'oppose avec la bouffée délirante aiguë. Dans ce cas, l'orientation temporo-spatiale, elle est normale. On n'a pas de perturbation intellectuelle, mais surtout le délire qui est très important. On a le syndrome de dépersonnalisation ou de déréalisation, pas de perplexité anxieuse et les signes organiques sont mineurs. Deuxième diagnostic différentiel, c'est la manie aiguë. On n'a pas donc d'hyperexpressivité, de confusion, c'est au contraire. Troisième diagnostic différentiel en cas de confusion stuporeuse, c'est la mélancolie stuporeuse dans les états de dépression grave. On a aussi la stupeur catatonique. Donc le signe caractéristique là, c'est la catalepsie bien sûr. Et le diagnostic différentiel chez le sujet âgé, le plus important c'est l'état de démence. Dans ce cas, l'interrogatoire de la famille est très important. Donc la démence, c'est un état qui est d'installation progressive, c'est pas sur quelques jours, c'est sur quelques mois généralement. La conscience elle est normale, les hallucinations sont tardives. On a surtout l'état d'indifférence plutôt et les troubles mnésiques. Et l'évolution elle est généralement irréversible. Pour les étiologies, alors, c'est surtout les causes organiques plus fréquentes que les causes psychiatriques. Vous faites les causes organiques, les causes les plus fréquentes, c'est de loin les causes toxiques. Donc, généralement, كل شيء ينجم يعطي confusion بخلاف donc les dyscalémies et l'hypocalcémie. هذوما donc ينجموا يجيو في دي كو سي ام l'hypercalémie, l'hypocalcémie, l'hypocalcémie راهم généralement ما يعطيوش confusion. Donc pour les causes toxiques, c'est surtout l'alcool, donc l'état d'ivresse aiguë. Dans ce cas, le syndrome confusionnel peut être dû à une hypoglycémie ou à une insuffisance hépatique ou bien un hématome sous-dural. Donc il ne faut pas dire c'est uniquement l'ivresse. Le délirium très mince maintenant, c'est la forme donc la plus intéressante qui est due à un sevrage alcoolique brutal involontaire. Donc il y a une question à type de cas clinique ou de QCM, le délirium très mince. Il survient généralement après 48 heures du sevrage. C'est une forme de confusion agitée marquée surtout par l'onirisme important, les cauchemars, l'agitation motrice, d'où le risque hétéro-agressif, les tremblements généralisés, le syndrome donc cérébelleux, trouble de l'équilibre avec dysarthrie, et le syndrome somatique avec une hypertension qui peut être parfois maligne, une tachycardie majeure, une fièvre, des sueurs et un état de déshydratation et altération majeure de l'état général. Les signes biologiques, bien sûr, c'est le stigmate de la déshydratation. On a aussi le signe d'alcoolisme chronique parfois, avec une macrocytose, une cytolyse et une élévation de la gamma GT, parfois bilan lipidique perturbé. L'évolution spontanée, elle est mortelle, soit par un collapsus suite à la déshydratation majeure ou dans un tableau d'hyperthermie maligne. Dans ce cas, la conduite à tenir, à apprendre, il faut une hydratation contrôlée, sérum glucosé, 5% idéalement. Il faut systématiquement supplémenter par les vitamines B1 et vitamine B6 et donner des tranquillisants, donc surtout les Quanil ou les benzodiazépines à demi-vie longue, notamment le Tranxène. Une autre entité liée à l'alcool, c'est l'encéphalopathie de Gaët et Wernicke, qui est une encéphalopathie éthylique par carence en vitamine B1. Les autres substances toxiques, donc surtout le monoxyde de carbone, il faut toujours chercher l'intoxication au CO. Les intoxications médicamenteuses sont fréquentes chez le sujet âgé.
surtout les antiparkinsoniens, mais aussi les corticoïdes. Les causes métaboliques, donc, qui m'appellent tout sauf les dyscalémies et l'hypocalcémie. Les causes endocriniennes, alors le diabète, que ce soit l'hypoglycémie ou le coma hyperosmolaire, les insuffisances surrénaliennes, les insuffisances hypophysaires, l'hyperthyroïdie maligne et la crise basedowéenne, et l'hypothyroïdie, donc le coma myxodomateux, et l'hyperparathyroïdie avec une hypercalcémie maligne qui donne une confusion stuporeuse. Les causes neurologiques, bien sûr, à évoquer, l'encéphalite et la méningite, surtout devant des confusions fébriles, c'est le premier diagnostic. Toujours, il faut faire donc le scanner cérébral puis la ponction lombaire. L'épilepsie, dans ce cas, c'est critique ou bien post-critique. Les tumeurs cérébrales, les abcès cérébraux et toutes les autres causes d'anoxie cérébrale. Maintenant, les causes psychiatriques, alors, sont plus rares que les causes organiques. On a 5 causes. Soit c'est une confusion d'origine émotionnelle en cas de choc émotionnel, ou bien dans le cadre d'une affection psychiatrique, la schizophrénie peut donner une confusion, la manie confuse, la mélancolie confuse et les bouffées délirantes, aussi la psychose puerpérale. Et dans ces cas, l'examen neurologique il est strictement normal. Dernier objectif, alors les modalités évolutives et les complications de la confusion mentale. Il faut savoir que l'évolution elle est généralement favorable, qui m'appelle c'est un syndrome aigu et transitoire. Dès qu'on lève la souffrance cérébrale, tout est réversible. Alors, les signes d'amélioration sont surtout le retour au calme, l'arrêt des hallucinations et la normalisation du sommeil. Mais parfois, on a des complications qui peuvent survenir, notamment le risque de rechute ou de récurrence chez les sujets âgés fragiles par diminution de seuil, les idées fixes post-oniriques, parfois un délire post-onirique, c'est un délire d'évocation, une amnésie lacunaire sur la période confusionnelle, et dans les cas où le diagnostic n'est pas fait, l'évolution vers la démence est possible. Bien sûr, l'évolution la plus grave, c'est la mort dans 10% des cas liés à la gravité du processus causal, parfois au terrain fragile, par épuisement de l'organisme, surtout si un retard diagnostique est thérapeutique. Parfois, c'est accidentel suite à une conduite hétéro-agressive secondaire au délire onirique, mais parfois provoqué par l'étiologie sous-jacente en cas de maladie grave, notamment une hémorragie cérébrale, une cause infectieuse, une insuffisance rénale ou hépatique terminale. StudyGate, Digital Learning Technologies.